Alors bonjour à tous et bienvenue à cette séance consacrée à l'exercice coordonné et à la place des infirmiers libéraux au sein des équipes de soins coordonnés. Ce que je vous propose, c'est d'attendre encore une petite minute, histoire d'attendre les retardataires, et on commence juste après. Pascal, on se lance? Ça te va? Allez, on y va. Allez, allez-y. Alors, donc bienvenue à cette séance consacrée donc à l'exercice coordonné, et on va s'attacher à voir vraiment la place des IDEL au sein de ces équipes, voir enfin quelle place pour les infirmiers libéraux, quelle place ils peuvent prendre, quel rôle ils peuvent jouer, et quels sont les avantages de ce type d'exercice pour le métier d'infirmier libéral. Alors tout d'abord, une brève présentation. Donc je suis Karen Ramsey, je suis rédactrice en chef de la revue Concours Pluripro. Donc c'est une revue et un site, donc un support bimédia qui est destiné aux acteurs de terrain qui ont un projet d'exercice coordonné, donc que ce soit en équipe de soins primaires, en MSP, en centre de santé, en CPTS, etc. Avec moi ce matin, donc Pascal Chauvet, qui est IDEL en MSP, vice-président d'Avec Santé et administrateur auprès de la Fédération nationale Nouvelle-Aquitaine des maisons pluriprofessionnelles de santé en Charente-Maritime. Est-ce que j'ai tout bon, Pascal? Tu as tout bon, Karen, pas de problème. Bonjour à tous et à toutes. Alors, petit point pratique, donc la séance se découpe en deux parties. Donc, une première partie consacrée à une présentation de ce que c'est que l'exercice coordonné, de la question des missions, des rémunérations, etc. Et une deuxième séance, enfin une deuxième partie plutôt, donc de 30 minutes de questions-réponses. Donc, je me chargerai, moi, de recueillir les questions dans le fil de conversation. Alors, comment faire? C'est très simple. Il vous suffit d'actionner dans la petite fenêtre que vous avez sur votre écran, la petite flèche orange. Vous aurez un petit bloc qui va se dérouler, et dans ce bloc, vous avez une partie questions que vous déroulez, que vous ouvrez, et vous mettez directement vos questions. Je vais les récupérer, on en discutera juste après. Donc, ce qu'on vous propose, on va d'abord couper notre vidéo pour lancer la présentation, et on revient devant vous après la petite demi-heure. Voilà. Alors, donc c'est quoi l'exercice coordonné? Aujourd'hui, alors voilà, donc ça c'était la présentation. Au programme, donc je vous en parlais. Donc, qu'est-ce que l'exercice coordonné? Quelles sont les différentes formes d'exercice coordonné? Les missions et la question de la rémunération, qui est une question quand même essentielle. Les raisons pour lesquelles se lancer dans l'exercice coordonné pluriprofessionnel aujourd'hui, et un point sur le métier d'infirmier en pratique avancée, le rôle notamment des IPA dans ces structures libérales et salariées aussi, parce que ça concerne également les centres de santé. Alors, c'est quoi l'exercice coordonné? Donc, face aux nouveaux besoins en santé, notamment dû au vieillissement de la population, à l'augmentation du nombre de patients qui sont porteurs d'une ou de plusieurs pathologies chroniques, le regroupement a permis de garantir l'accessibilité aux soins, de favoriser les échanges et la coordination entre les professionnels, mais aussi d'organiser une prise en charge optimale des patients. Alors, l'exercice coordonné, c'est une équipe constituée de différentes professions.
professions de santé, mais pas que, parce qu'on retrouve également des assistants sociaux, des coordinateurs, des secrétaires, des médiateurs, etc. C'est une organisation autour d'un travail collectif et coordonné. C'est un cadre qui est formalisé en amont. Ce sont des missions et des protocoles validés et partagés entre les professionnels, entre l'équipe, et c'est une équipe au service d'une patientèle ou de la population du territoire. Donc, une équipe de soins coordonnés répond à 3 besoins. Donc, des besoins en soins de la population, donc notamment en raison de situations complexes qui nécessitent un suivi pluriprofessionnel, des besoins qui sont liés à la démographie médicale, notamment dans les contextes de désertification, des besoins aussi au niveau du parcours de soins où il s'agit de proposer une prise en charge optimale et d'assurer une continuité des soins sur un territoire. Donc, ceci étant dit, quelles sont les différentes formes d'exercice coordonné? Donc, ce type d'exercice se décline sous différents acronymes. Vous en avez certainement entendu parler. Donc, il y a tout d'abord ce qu'on appelle les équipes de soins primaires, donc les ESP, dont font partie les centres de santé, donc les CDS, et les maisons de santé pluriprofessionnelles, les MSP. L'exercice coordonné concerne également les communautés professionnelles territoriales de santé, donc les CPTS, dont vous avez certainement beaucoup entendu parler, notamment pendant la pandémie. Il y a eu énormément d'études, notamment réalisées par Avec Santé, qui ont démontré la réactivité de ce type de structure dans la prise en charge des patients Covid ou non Covid. Alors, il y a différentes formes d'exercice coordonné. Donc, nous choisissons, Pascal et moi, d'utiliser le terme équipe de soins coordonnés, un terme qui comprend à la fois donc, les ESP, les MSP et les centres de santé, en sachant que certaines équipes peuvent travailler dans des murs communs ou pas. Alors, que dit la loi? Enfin, que dit le décret? Donc, une ESP, donc une équipe de soins primaires, est un ensemble de professionnels de santé constitué autour de médecins généralistes de premier recours. Donc, c'est un groupe de professionnels du premier ou second recours avec au moins un médecin généraliste et un professionnel paramédical qui élaborent un projet de santé, donc autour d'une thématique commune, ça peut être la prise en charge de patients vulnérables, les soins non programmés, etc. Donc, c'est un projet de santé et c'est une équipe qui peut fonctionner dans ou hors les murs. Donc, hors les murs, c'est quoi? C'est tout simplement des équipes qui fonctionnent en coordination alors que chaque membre de l'équipe reste dans son cabinet. Donc, on n'a pas de mutualisation de l'espace. Donc, une ESP propose une coordination simple et souple qui est mise en place par des médecins généralistes ou spécialistes, par des professionnels non médicaux, donc les infirmiers évidemment, les kinés, les sages-femmes, les diététiciens, les orthophonistes, les orthoptistes, les pédicures-podologues et j'en passe, mais aussi les non-professionnels de santé, donc je vous en parlais tout à l'heure, les assistants sociaux, les médiateurs, les coordinateurs, etc. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des expérimentations qui sont en cours pour promouvoir une forme d'organisation plus light que ce qu'on a pu comprendre, et en tout cas tout ce qui a pu être défini dans le décret. Aujourd'hui, par exemple, en Pays de la Loire, il y a une expérimentation qui s'appelle les ESP-CLAP, donc les équipes de soins primaires coordonnées localement autour du patient, donc lancées depuis 2018, ainsi que les ESCAP, donc les équipes de soins coordonnées autour du patient. Donc, ils sont actuellement en négociation avec l'assurance maladie. Si vous le souhaitez, on peut vous le détailler dans la deuxième partie des questions-réponses. Donc, l'ESP peut être une première étape pour la constitution de formes plus structurées en centre de santé ou en maison de santé pluriprofessionnelle. Alors, quelle est la grosse différence entre le centre de santé et la maison de santé pluriprofessionnelle? Donc, le centre de santé est une équipe monopro ou pluripro. Les deux formes existent. C'est une équipe, je vais y arriver, hop. C'est une équipe salariée, composée au minimum de 2 professionnels de santé de professions différentes, au moins un médecin généraliste. C'est une équipe qui a un projet de santé
en fonction du diagnostic de territoire. Et c'est une équipe dont la rémunération passe par l'accord conventionnel national des centres de santé. Donc, alors, à côté des centres de santé, donc si ce concept des centres de santé remonte au XVIIe siècle en digne héritier des dispensaires, le ministère a souhaité décliner d'autres modes organisationnels. Donc, c'est ainsi que les MSP sont définis dans la loi de financement de la sécurité sociale de 2007. Donc, une maison de santé, c'est une équipe pluriprofessionnelle, essentiellement pluriprofessionnelle, donc à la fois des professionnels de santé et des professionnels du champ de la santé. Ce sont des professionnels libéraux. Une maison de santé peut être monosite ou multisite, donc ça peut être un seul espace, un seul lieu, ou se décliner dans plusieurs lieux. Donc une MSP, c'est au moins 2 médecins généralistes et un paramédical. Une MSP est régie par une association loi 1901 et ou une CISA. Pascal pourra vous en dire plus tout à l'heure si vous le souhaitez. Concernant la rémunération, cela passe par l'accord conventionnel interprofessionnel. Et encore une fois, c'est un projet de santé qui est défini en fonction du diagnostic de territoire. Alors, je vous propose juste après un bloc assez détaillé, donc qui a été édité par le ministère, où vous verrez vraiment les grandes différences entre les centres de santé et les MSP. Vous les aurez à disposition de toute façon. Alors, l'autre grande forme, on va dire, d'exercice coordonné sont les communautés professionnelles territoriales de santé qui ont été créées par la loi de modernisation de notre système de santé de 2016, donc par Marisol Touraine. Mais attention, la CPTS, à la différence du centre de santé et de la MSP, la CPTS ne fait pas de soins. Elle assure la coordination des professionnels de santé autour de la population, alors que les MSP et les centres de santé s'organisent vraiment autour d'une patientèle. Donc, la CPTS est un espace d'organisation et de coordination qui est beaucoup plus large qu'une équipe de soins primaires. C'est une forme, donc avec des objectifs, qui est de coordonner les professionnels de santé, donc que ce soit de la ville ou les hospitaliers, des professionnels de santé, les professionnels du social, du médico-social, du territoire. L'objectif, c'est aussi de répondre aux besoins de santé d'une population et de mettre en œuvre des actions partagées. Alors, une CPTS se compose de l'ensemble des acteurs de santé du territoire. Donc, on prend un territoire pour construire sa CPTS, on va faire intervenir les différentes professions, les différents professionnels, les différents acteurs surtout de ce territoire. Donc, les professionnels de santé de ville, qu'ils soient libéraux ou salariés, les établissements de santé, les acteurs du champ de la santé et les structures médico-sociales ou sociales. Et la CPTS s'organise autour d'un projet de santé contractualisé avec l'ARS. Donc, il faudrait aussi peut-être dire un mot rapide sur les PTA, donc les plateformes territoriales d'appui, qui viennent en soutien des professionnels de santé, qui sont en exercice coordonné ou pas, notamment pour les prises en charge complexes, tant sur le plan social que médico-social. À mon avis, vous avez certainement dû faire appel à des PTA pour une prise en charge, pour une coordination. On pourra vous en dire plus encore une fois si vous avez des questions sur le sujet. Et finalement, donc avant de céder la parole à Pascal, quelques chiffres. Donc aujourd'hui, à janvier 2021, il y a 1618 MSP sur le territoire. Donc les infirmiers libéraux sont présents dans 96% de ces structures. Il y a 2207 centres de santé recensés sur le territoire, dont 1963 qui sont adhérents à l'accord national. Et toujours à janvier 2021, 618 CPTS couvrent le territoire national, avec 99 qui sont signataires de la CI-CPTS, à des stages d'avancement très différents. Donc, ce sont des chiffres que vous pourrez retrouver facilement, que ce soit sur le site du ministère ou de la Fédération des CPTS. Alors, pour la partie mission et rémunération, je cède la parole à Pascal. Ok, merci Karen.
Merci pour cette présentation. Tu as bien résumé ces différents aspects en si peu de temps, c'est pas facile. Concernant donc ces différentes missions et rémunérations, on va d'abord aborder, si tu peux passer au slide suivant, Karen, Oui. volet projet de santé et le processus de coordination. Donc, comme vous l'a dit Karen, hein, que ce soit une maison de santé ou une CPTS, pour être validé maison de santé, il nous faut rédiger un projet de santé. Quand je dis nous, c'est l'équipe qui constitue la MSP. Ce projet de santé se décline en plusieurs points avec ce qu'on appelle des missions SOC, c'est-à-dire obligatoires, et des missions optionnelles. Ces missions SOC sont importantes parce qu'il faudra les respecter pour être éligible. Elles sont à 3 niveaux. Le premier, c'est assurer la permanence des soins et des plages de soins non programmés. La deuxième obligation, c'est de disposer d'un système informatique commun entre l'ensemble des professionnels de santé, qui est un outil très intéressant, puisque nous, infirmiers libéraux, on peut, grâce à cet outil informatique commun, Pluripro, accéder aux données médicales, chose qui n'est pas possible lors d'un exercice individuel seul. Et le troisième point, c'est d'assurer une fonction, ce qu'on appelle une fonction de coordination, c'est-à-dire se coordonner entre nous professionnels. Alors, ça peut être au travers du système informatique pluriprofessionnel ou bien lors de temps d'échange formalisés où on va échanger autour de nos patients communs, notamment les patients qui nous posent problème. Et donc, ces temps sont programmés, on se réunit et on échange librement avec les autres professionnels sur ces cas complexes. Et d'autre part, on a aussi une fonction de coordination assumée par une personne qui peut être d'origine professionnelle de santé. On a des infirmières qui assument cette fonction de coordination, dont les missions sont larges et variées. Mais on peut aussi avoir des profils, des personnes qui viennent du champ des secrétaires médicales ou autres. Voilà. Donc, une fois qu'on a ces 3 missions socles, après, on va se rajouter des missions optionnelles. Ces missions optionnelles étant tout ce qui concerne les protocoles de coopération entre nous, ou alors des protocoles de coopération dictés par la Haute Autorité de Santé, sur lesquels on pourra s'appuyer pour aller sur de nouveaux champs pour nous, les infirmiers libéraux, et on l'abordera tout à l'heure par rapport au financement. Et je vous expliquerai comment on peut augmenter nos revenus au travers de cet exercice coordonné. Voilà, donc concernant ces missions additionnelles que j'ai évoquées, je vais prendre 2-3 exemples. Par exemple, si vous avez identifié des patients qui avaient des bronchopneumopathies chroniques obstructives, la BPCO, le problème avec cette maladie, c'est qu'on diagnostique souvent trop tardivement, du fait d'un manque d'examens complémentaires et notamment les examens fonctionnels respiratoires qui sont faits souvent lorsque les symptômes sont apparus, donc trop tard. Là, dans le cadre d'un exercice coordonné, vous pouvez, avec les médecins, établir ce qu'on appelle un protocole. Ce protocole visant à pouvoir aménager des temps de dépistage qu'on peut faire de façon, par exemple, mensuelle. Nous, infirmiers libéraux, on va se former, moi je l'ai fait personnellement, auprès de l'équipe hospitalière pour réaliser ces EFR. Ensuite, on acquiert le matériel via les financements octroyés par l'accord conventionnel interprofessionnel. Et on peut mettre en œuvre ces actions de dépistage de façon régulière tous les mois en aménageant un planning de rendez-vous avec les médecins. Les médecins orientent vers cette action de dépistage et ainsi on peut anticiper l'apparition des symptômes, diagnostiquer des BPCO beaucoup plus précocement et c'est là où les traitements sont plus efficaces. Donc voilà, ça c'est un exemple. Un deuxième exemple rapide, c'est par exemple sur les missions d'éducation thérapeutique auprès du patient. Eh bien, pour peu que nous, infirmiers, soyons formés à l'ETP, on peut, dans le cadre des exercices coordonnés, être rémunérés pour ces actions d'ETP, en lien, bien entendu, avec les médecins traitants. Voilà 2 types d'exemples très rapides qu'on peut faire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces missions additionnelles, ce sont des missions que l'on peut faire dans le cadre de notre champ de compétences, qui nous permet de faire beaucoup d'actions, notamment sur le champ de la santé publique, mais qui malheureusement ne sont pas rémunérées par la nomenclature que l'on a, nous infirmiers libéraux, mais qui par contre, dans le cadre de l'exercice coordonné, peuvent être rémunérées par la maison de santé. Alors, concernant le financement, donc le slide suivant, ce financement, Karen nous l'a dit tout à l'heure,
l'évolution, l'essor des maisons de santé depuis 2007. Alors, juste un petit rappel historique. Au départ, c'était une volonté de professionnels de terrain de s'organiser sous cette façon. Et c'est une action du bas vers le haut, contrairement à beaucoup d'actions qui sont diligentées par les différents gouvernements, ministères qui se succèdent, qui nous imposent des dispositifs. Là, c'est vraiment la maison de santé, un dispositif qui a été voulu par des professionnels de terrain. Donc ça, c'est très important à garder en mémoire et c'est toujours le cas. Et du coup, ces professionnels ont réussi à faire légiférer ce concept et aller jusqu'à un financement conventionnel de la part de l'assurance maladie. C'est très important ce mot conventionnel. Ça veut dire que les maisons de santé aujourd'hui sont financées sur le même mode que le sont les professionnels de santé que nous sommes, nous infirmiers libéraux. Nous avons une convention avec l'assurance maladie que vous connaissez toutes et tous. Eh bien, les maisons de santé, c'est la même chose. Du coup, nous avons un financement pérenne, c'est-à-dire qu'il est le temps de la convention qui est sur une durée de 6 ans et qui est renouvelé, qui peut faire aussi l'objet d'avenants, hein, comme notre convention, nous, des infirmiers. Rappelez-vous, l'avenant 6, l'avenant 7, hein, les derniers avenants. Donc, pour l'ACI, ce qu'on appelle l'accord conventionnel interpro des maisons de santé, l'ACI-MSP, nous avons aussi la possibilité d'avoir des avenants. Ce financement, il sera octroyé une fois que votre projet de santé sera validé par l'ARS et vous pourrez donc solliciter la caisse primaire d'assurance maladie de votre département pour solliciter ce financement. Pour vous donner un ordre d'idée, le financement d'une équipe moyenne de 3-4 médecins traitants, on va donner une fourchette environ de 50 à 60 000 euros annuels qui nous permettront donc de financer ce que j'ai appelé tout à l'heure, les missions socles, mais aussi toutes ces missions optionnelles, là où l'infirmière libérale a un vrai rôle à jouer sur le dépistage, sur la prévention, sur l'éducation à la santé, et donc être rémunéré pour ces actions, alors que si on reste dans un exercice individuel, on ne pourra pas être rémunéré par notre nomenclature. Dans le cas de l'exercice coordonné, on peut l'être. Voilà concernant donc ce financement. Alors, c'est vrai qu'on peut se poser la question, quel est l'intérêt de se lancer dans l'exercice coordonné pluriprofessionnel? Après avoir questionné beaucoup d'infirmières, après suivre des formations avec elles, animer des formations avec elles, c'est vraiment la volonté de quitter cet exercice monocatégoriel où on est simplement exécutant de prescription et d'avoir une plus grande place dans la prise en charge des patients communs que l'on a avec les médecins traitants et surtout avoir un espace où on peut dialoguer, échanger, imaginer des protocoles de coordination avec ces autres professionnels au sein d'une équipe. Et quelque part, c'est retrouver l'équipe qu'on a tous connue lors de nos études et lors d'un début d'activité professionnelle en milieu hospitalier, c'est retrouver donc cette notion d'équipe pluripro et ne plus être acteur isolé dans son coin. Ça, c'est avant tout, c'est vraiment la première chose qu'on souhaite retrouver dans l'exercice coordonné. Après, il y a des avantages à pouvoir se constituer et à exercer au sein d'équipes de soins coordonnés. Ces avantages, je pense que vous l'avez compris, c'est avant tout utiliser pleinement notre champ de compétences. Je dis souvent que notre nomenclature en tant qu'infirmière libérale nous limite très fortement dans l'utilisation de ce champ de compétences. J'estime qu'on ne peut utiliser qu'environ 40% de nos compétences dans le cadre de cette nomenclature générale des actes professionnels pour les infirmières libérales. Eh bien, dans le cadre de l'exercice coordonné, les 60% restants qui correspondent pratiquement exclusivement à toutes ces actions de santé publique, prévention, éducation à la santé, dépistage, etc., eh bien, nous pouvons les assumer et être rémunérés pour cela. Et autre avantage, c'est qu'on peut aussi imaginer des protocoles de coopération avec les médecins, par exemple, notamment sur la gestion des AVK, par exemple, hein, c'est-à-dire que quand on est en exercice isolé, on est soumis à la prescription du médecin. Dans le cadre d'un exercice coordonné, on peut rédiger un protocole avec le médecin qui, par anticipation, nous permet d'adapter les doses du traitement sur les AVK, par exemple. Et puis, il y a un deuxième type de protocole qu'on appelle des protocoles de coopération, là, du coup, et là, qui embarque un transfert de compétences du médecin vers l'infirmière ou autres professionnels, par exemple les kinés ou les pharmaciens. Concrètement, aujourd'hui,
les infirmières qui exercent dans les maisons de santé, qui s'emparent de ces protocoles de coopération, peuvent par exemple gérer, sans passer par la case médecin au préalable, peuvent gérer la cystite, comme les kinés peuvent gérer l'entorse de la cheville, comme les kinés peuvent gérer la lombalgie aiguë, mais aussi, donc je vous ai dit la cystite, mais il y a aussi d'autres protocoles qui, la rhinite allergique par exemple, peut être gérée en direct par l'infirmière libérale. Et le dernier protocole en date qui est sorti il y a 3 jours vise à pouvoir dépister les patients fragiles de plus de 75 ans. Et plus on va avancer dans le temps, plus on aura ce type de protocole de coopération qu'on ne pourra utiliser que dans le cadre de l'exercice coordonné. Alors bien entendu, je vous ai présenté des avantages, mais il y a aussi les contraintes. Les contraintes, effectivement, c'est lié à l'élaboration de cette maison de santé. Je ne parle pas, et Karen nous l'a dit tout à l'heure, je ne parle pas de bâtiment, je parle d'équipes de soins coordonnés qui se constituent en maison de santé au travers d'un projet de santé. Le volet immobilier, c'est autre chose, complémentaire, certes, parce qu'il y a un réel avantage à travailler dans des murs communs, mais ce n'est pas ce qu'on appelle une maison de santé. Une maison de santé, c'est une équipe de soins coordonnés. Et les contraintes, c'est effectivement sensibiliser les confrères, consoeurs d'un territoire à se constituer sous ce mode d'organisation et puis à élaborer ce projet de santé. Donc, il y a effectivement un temps de sensibilisation des partenaires du territoire. Hein. Il y a un temps de construction de ce projet de santé, et donc des moments d'échange, on va discuter qu'est-ce qu'on veut mettre dans ce projet de santé, quelles sont nos intentions à l'avenir, qu'est-ce qu'on souhaiterait développer autour de nos patients. Et puis, donc, avec un travail administratif à la clé, ça, c'est vraiment la contrainte au démarrage. Après, lorsqu'on est éligible maison de santé et qu'on a sollicité les financements et qu'on a notamment recruté une personne ressource qui est la coordinatrice, c'est elle qui va, en lien avec nous professionnels, mettre en œuvre ce projet de santé. Donc, du coup, là, les contraintes sont beaucoup moins fortes pour nous professionnels et elles sont, je dirais, transférées sur cette coordinatrice qui, elle-même, bénéficie de formations dispensées par l'École de santé publique de Rennes pour être formée à cette pratique de coordinatrice. Voilà ce qu'on peut dire sur les contraintes. Alors, est-ce que je reprends la main, Pascal? Vas-y. Allez. Alors, on attaque la dernière partie de cette présentation qui s'attache à voir quel est le rôle de l'infirmier en pratique avancée dans les structures coordonnées. Donc, l'exercice en pratique avancée infirmière, qui a été longtemps attendu et âprement négocié, a été introduit par la loi de modernisation de notre système de santé donc de 2016, mais c'est le décret de 2018, donc c'était le 18 juillet, qui encadre les modes d'exercice et de formation ainsi que les missions de l'IPA. Alors, bref rappel, comment devenir IPA? Au moins 3 ans d'exercice, formation de 2 ans, donc apprentissage théorique et stage sur le terrain, un tronc commun, plus une deuxième année qui est centrée sur les enseignements en lien avec la mention choisie. Donc la question des mentions, donc il y a la question des pathologies chroniques stabilisées, prévention et polypathologie courantes en soins primaires, oncologie et hémato-oncologie, maladies rénales chroniques, dialyse, transplantation rénale, santé mentale et psychiatrie, et puis la dernière mention qui est actuellement en discussion, la question de, la mention urgence. Aujourd'hui, le rôle de l'IPA va s'exprimer en tout cas. Nous avons eu récemment pour le concours Pluripro Tatiana Henriot, qui est présidente de l'UNIPA, et Julie de Victor, qui est également infirmière en pratique avancée, et qui expliquait justement toutes les difficultés aujourd'hui de l'IPA à exercer à l'hôpital, mais aussi et surtout en ville, parce qu'il y a énormément d'interrogations qui subsistent aujourd'hui. Donc, quelles sont ces interrogations? Donc, quel type d'exercice en ambulatoire? Est-ce qu'on parle d'un exercice libéral ou salarial? Est-ce que l'IPA doit être comme une IDEL, doit être une infirmière libérale? Ou alors est-ce qu'il faut vraiment la salarier comme un coordinateur? Quel est le profil aussi? Il y a énormément de discussions sur cette question. Est-ce que l'IPA en structure regroupée doit être une infirmière de parcours ou une infirmière de santé publique? À quand
l'intégration de l'IPA dans le fichier RPPS qui permet de déclarer à l'assurance maladie les soins les actes qui ont été faits. Et puis, bah, la question de comment demander de l'aide et à qui. Donc, comment est-ce que moi je veux venir IPA, moi je veux exercer, je suis infirmière libérale dans une structure, je veux devenir IPA, comment je fais, où je me renseigne, etc. Donc, il y a énormément de questions qui subsistent aujourd'hui. Nous sommes, nous, intimement convaincus que l'IPA va s'exprimer et doit trouver une place vraiment importante au sein des structures coordonnées. Maintenant, évidemment, une IPA fonctionne en équipe, comme beaucoup de professionnels aujourd'hui, et elle doit trouver sa place au sein de l'équipe. Il faut aussi que les autres professionnels de santé lui accordent une place qui n'est plus celle de l'infirmière libérale, mais qui est vraiment le rôle et le métier et les fonctions et les missions d'une infirmière en pratique avancée. C'est une pratique avancée, c'est une compétence supplémentaire qu'il faut reconnaître, qu'il faut valoriser et qu'il faut vraiment entendre aujourd'hui. Voilà. Alors, je vous rappelle simplement que vous avez la possibilité de poser des questions via le petit tableau que vous avez. Donc, comment faire? Alors, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, mais je vous le redis. Vous avez une petite flèche orange. Il suffit de cliquer sur la petite flèche orange. Il y aura un bloc qui va se dérouler. Dans ce bloc, vous avez, vous avez partage, webcam, etc., etc. Vous avez questions. Et quand vous déroulez l'onglet questions, vous avez un petit bloc. Vous tapez directement votre question dans ce bloc. Et je me ferai un plaisir de rapporter vos questions et de les poser. Alors, moi, j'avais une première question pour toi, Pascal. Donc, toi, tu évolues en exercice coordonné depuis quelques années. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et nous dire pourquoi toi, tu t'es lancé? Alors, moi, historiquement, quand je me suis installé il y a très longtemps, en 90, j'ai baigné dans les réseaux de santé à l'époque, les réseaux SIDA, qui était la première forme d'exercice coordonné entre différents champs, hein, champ sanitaire, médico-social et social. Et du coup, ça m'a démontré qu'on pouvait travailler de façon plus efficace en étant coordonné entre différents acteurs. Après sont venus les réseaux gérontologiques et puis le concept des maisons de santé est apparu en 2007 et à l'époque, nous étions quelques pionniers là-dessus. Et là, c'était vraiment les professionnels de santé d'un territoire autour d'un patient qui pouvaient donc, via ce dispositif, mieux se coordonner entre eux. Donc, c'est ce qui m'a amené, hein, c'est au travers des réseaux de santé au démarrage et ensuite les maisons de santé qui m'ont amené vers cet exercice pluripro, coordonné. Et donc, voilà où j'en suis voilà, grâce à ça aujourd'hui. D'accord. Pascal, est-ce que ça te va si on relance nos webcams? On peut. Allez. Alors, on a quelques questions qui sont arrivées. Alors, est-ce que l'exercice coordonné va devenir obligatoire, nous demande Martine. Alors, je dirais que non. Nous sommes dans un pays où le monde libéral, le champ libéral est très important. Donc, la liberté à chacun des acteurs professionnels de santé de fonctionner comme bon leur semble. Ce que l'on peut dire sur l'exercice coordonné, c'est une possibilité de mode d'exercice qui existe aujourd'hui. Donc, pour nous, ce qui est très important, quand je dis nous, c'est avec Santé, la Fédération nationale des maisons de santé, c'est d'offrir un cadre. Ensuite, chacun dispose, chacun est libre de choisir son mode d'exercice. Par contre, ce que l'on peut voir, c'est que, et je l'ai dit au travers des protocoles de coopération tout à l'heure, c'est que là où on peut, par exemple, utiliser ces protocoles de coopération, ça ne sera que dans le cadre d'un exercice coordonné. On voit beaucoup d'actions qui sont de ce type, mais qui ne peuvent être dispensées qu'au sein d'équipes de soins coordonnés. Donc, sur le critère obligatoire, honnêtement, je suis loin de penser ça. Et d'ailleurs, les syndicats s'opposent à imposer des dispositifs et je le rejoins totalement là-dessus. Par contre, ce qui est important, c'est qu'on puisse avoir ce mode d'exercice possible et après, chacun dispose. Alors, j'ai vu aussi la question, je souhaite faire la formation IPA. Tu l'as dit, la formation IPA aujourd'hui donc pose beaucoup de questions. Si je dois donner un conseil aujourd'hui à nous, infirmières libérales, qui souhaitons aller sur cet exercice, ce mode d'exercice IPA, il vous faut, avant toute chose,
savoir que l'IPA libéral ne pourra exercer qu'au sein d'une équipe de soins coordonnée. Ensuite, si vous voulez faire la formation, je vous invite fortement à vous tourner vers ou être au sein d'une équipe déjà de soins coordonnés, ou bien vous tourner vers une équipe et leur dire, voilà, je souhaite faire la formation. Est-ce qu'au terme de ma formation, vous vous engagerez avec moi pour me faire bosser, clairement? Et ça, c'est une question claire qu'il faut poser aux médecins, de façon à éviter qu'au terme de la formation, vous vous retrouviez diplômé, mais sans possibilité d'exercice. Et après, les points que tu as évoqués, Karen, sur notamment les aspects rémunération, eh bien, effectivement, le décret est sorti assez rapidement, mais se pose ce type de problème aujourd'hui. Pas plus tard qu'hier, nous avions une réunion, première réunion du comité de pilotage national de la mise en place de ce dispositif IPA. Et donc, c'est cette question-là qui a été récurrente, tant sur le champ hospitalier que sur le champ des professionnels libéraux. C'est comment se rémunérer, être mieux rémunéré. Voilà. D'ailleurs, concernant toujours les IPA, beaucoup ont rapporté la complexité et les difficultés de trouver des stages parce que je parlais tout à l'heure de la formation, donc il y a une partie apprentissage, il y a aussi une partie stage sur le terrain. Stage sur le terrain veut dire trouver des stages en structure coordonnée en ville. Beaucoup nous ont rapporté la difficulté de pouvoir trouver des stages, des terrains de stage. Est-ce qu'on y réfléchit aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce que l'ARS peut aider ou comment on fait? Alors, je pense avant toute chose, chaque fédération régionale des maisons de santé qui existe dans chacune des régions en France et en dom-tom, ce sont ces fédérations qui peuvent vous aider dans la recherche de vos stages. Et je vous invite fortement à vous tourner vers ces fédérations régionales qui existent dans chacune des régions en France. Une de leurs missions, c'est effectivement d'accompagner les étudiants IPA à trouver des terrains de stage, puisque ces fédérations sont en lien, vous l'avez bien compris, étroit avec les différentes maisons de santé ou centres de santé de leur région. Voilà. Alors, il y a Martine qui te demande auprès de qui elle peut se renseigner au niveau local pour savoir à quelle maison de santé s'associer. Alors, il y a deux réponses possibles. La première, c'est ce qu'elle connaît de son territoire. Est-ce que sur son territoire, elle connaît des maisons de santé, proches ou pas? Après, pour connaître les maisons de santé sur une région, à nouveau, la Fédération régionale des maisons de santé peut vous guider sur cette recherche, comme l'ARS aussi recense les maisons de santé sur son territoire. Alors, on pourra même affiner en allant sur les sites des ARS départementales, qui elles-mêmes aussi ont identifié toutes les maisons de santé qu'elles ont accréditées. Vous l'avez compris tout à l'heure, dans l'accréditation d'une maison de santé, ça passe par un accord de l'ARS départementale. Et justement, quand on est infirmier libéral, on a une patientèle. Quand on arrive et qu'on veut intégrer une maison de santé, que devient notre patientèle? Est-ce qu'elle nous suit dans la maison de santé ou pas? Ah, bien entendu. Moi, quand je suis arrivé dans la maison de santé, on était 2 cabinets infirmiers. Ça n'a rien à voir, nos patientèles n'ont rien à voir avec la maison de santé. La maison de santé est un cadre qui nous permet de mieux se coordonner entre nous. Et donc, ça n'a rien à voir avec nos patientèles. Nous continuons à agir auprès de nos patients communs. Voilà. Est-ce qu'on a alors, c'est Dielila qui demande si on a un retour d'expérience des IPA qui pratiquent en libéral aujourd'hui. Oui, les premières IPA sont sorties il y a maintenant plus d'1 an. Voilà, j'en connais quelques-unes. Leur difficulté aujourd'hui, c'est effectivement au niveau administratif, pour être recruté d'IPA, avec des lettres clés qui n'étaient pas encore sorties par les caisses communales d'assurance maladie, ce type de problématiques qu'elles rencontrent, qui sont liées effectivement au démarrage d'une nouvelle fonction, qui est cette fonction d'IPA, et qui génère des problèmes, il faut le reconnaître aujourd'hui. Donc, espérons qu'ils soient levés assez rapidement. Agathe te demande si tu as des préconisations sur les structures juridiques qui sont adaptées à l'exercice coordonné. Alors, les structures juridiques, elles sont simples. La première, c'est quand vous êtes dans l'élaboration de votre projet de santé, vous êtes sous un statut associatif. À partir du moment où vous avez été éligible maison de santé et que vous souhaitez obtenir cet accord conventionnel interprofessionnel qui est destiné à vous financer,
eh bien là, il faudra fiscalement basculer dans une forme de société civile qu'on appelle la société interprofessionnelle en soins ambulatoires, la fameuse SISA. Là, beaucoup de choses ont été dites autour de ces SISA puisque c'était une nouvelle société civile qui a été développée ad hoc pour les maisons de santé. Je ne reviendrai pas sur le pourquoi de la chose, c'est un peu complexe au niveau fiscal, mais il ne faut pas se prendre la tête. C'est-à-dire qu'il faut s'appuyer sur un juriste compétent et là aussi, les fédérations régionales et maisons de santé peuvent vous orienter vers des juristes qui sont experts en la matière, qui va élaborer vos statuts et qui va vous conseiller sur ce qu'est cette nouvelle société civile. Et ensuite, lorsque vos statuts sont déposés, vous pouvez percevoir les fonds pour fonctionner. Donc voilà le statut juridique, les deux. Le premier associatif et le deuxième, la SISA, si vous souhaitez obtenir les financements de la part de la Sécu, ce que je vous invite fortement à faire. Car aujourd'hui, être éligible maison de santé sans avoir les financements pour fonctionner, ce serait dommage. Tu en parlais tout à l'heure, tu parlais des missions supplémentaires donc qui allaient au-delà de la nomenclature notamment. Est-ce que tu peux détailler les missions supplémentaires de l'IDEL dans le cadre de l'exercice coordonné versus un exercice libéral entre guillemets classique? Donc, je l'ai dit tout à l'heure, hein, l'exercice libéral classique est contingenté à notre nomenclature. Voilà. Et on voit bien qu'au travers de cette nomenclature, il y a plein d'actions qui rentrent dans notre champ de compétences qu'on pourrait mettre en œuvre, mais pour lesquelles on ne serait pas rémunéré. Eh bien, dans le cadre d'un exercice coordonné, pour peu que l'équipe décide d'aller sur ces axes-là, par exemple développer un programme de TP pour les patients diabétiques, eh bien, la maison de santé peut faire le choix de vous financer pour cela. Comme je l'ai dit aussi, sur le dépistage, les actions de dépistage, vous pouvez être rémunéré. Je peux prendre d'autres exemples, par exemple sur la prévention des écrans chez les jeunes de 11 à 16 ans dans un collège. Eh bien, si vous souhaitez mener une action de sensibilisation et de prévention auprès de ces ados sur ce souci d'utilisation, abusive des écrans, vous pouvez monter un programme et le dispenser en lien avec l'infirmière scolaire auprès de ces collèges. Eh bien, la maison de santé pourra vous rémunérer pour ce temps imparti. Vous voyez, on s'éloigne de l'acte de soins et on va sur le champ de la santé. Et là, je vous avoue que moi, en tant qu'infirmier libéral, avec une formation initiale qui est quand même beaucoup axée sur la santé, eh bien là, je peux me réaliser pleinement dans ce cadre-là. Alors, tu parlais plutôt de la possibilité pour un infirmier libéral qui intègre une structure d'occuper, par exemple, le poste de coordinateur au sein de la structure. Il y a aussi un autre rôle qui est quand même essentiel, c'est le rôle du leader de la structure. Il y a des infirmiers libéraux aujourd'hui qui occupent cette fonction. Est-ce que tu peux rapidement nous donner un petit peu la différence et les avantages de ces deux fonctions, de ces deux missions supplémentaires? Excusez-moi, sur la coordinatrice, c'est sûr? Et sur le leader? Et sur le leader. Alors, la coordinatrice, sa fonction, elle est d'assurer la mise en œuvre du projet de santé souhaité par les professionnels de santé. Elle aura aussi des missions d'ordre administratif et éventuellement budgétaire, en lien avec les gestionnaires de la société, les gérants de la société étant la SISA. Ensuite, elle peut avoir des missions additionnelles, notamment au niveau logistique, etc. Donc, tout ce panel, toutes ces missions sont aujourd'hui recensées au sein d'une fiche de poste qui est disponible aujourd'hui et à partir de laquelle on peut s'inspirer. Et ta deuxième question, c'était sur la fonction de leader. De leader, oui. Ouais. Le leader, c'est la personne qui va initier ce projet de maison de santé. Et donc, ce leader peut être n'importe lequel des professionnels de santé du village. Souvent, c'est un médecin. Parfois des infirmières. La difficulté pour les infirmières lorsqu'on est leader, c'est d'acculturer les autres professionnels et notamment les médecins à aller vers ce mode d'exercice. Il y en a qui arrivent, mais quand je parlais des contraintes tout à l'heure, là, il y a vraiment des contraintes. Je dirais qu'il est plus aisé, quand c'est un médecin, de sensibiliser les autres acteurs que lorsque c'est une infirmière ou un kiné. Donc, c'est ainsi.
Moi, j'étais leader sur ma structure. C'est vrai que c'était compliqué de sensibiliser, notamment les médecins. Mais une fois qu'ils y ont goûté, oui, pardon. Tu te faisais rémunérer en tant que leader et coordinateur? Aujourd'hui, c'est vrai non. qu'il y a vraiment un poste de coordinateur professionnel salarié à temps plein. Il y a aussi beaucoup d'infirmiers et d'autres professionnels qui occupent ce poste à temps partiel. Comment on arrive à quelle rémunération dans ce cas? Si par exemple on est infirmier libéral 4 jours la semaine et le 5e jour, ben, on est coordinateur de sa structure, comment ça se passe au niveau du financement? Alors tout d'abord, lorsqu'on est leader, on n'est pas rémunéré, hein. On est bien avant l'obtention des fonds pour le fonctionnement de la maison de santé. Sur la fonction de coordinateur assumée par une infirmière libérale, par exemple, tu l'as dit, une journée par semaine, on peut être rémunéré sous 2 formes. La première, prestataire, c'est-à-dire on se fait payer sous forme de vacation par la maison de santé. C'est-à-dire, je travaille 7 heures par semaine, je suis payé à un taux horaire fixé librement entre la coordinatrice infirmière et l'équipe. Et on fait une facture en tant qu'infirmière libérale et on mettra ces honoraires indépendamment de notre 2035. Ce sont des honoraires additionnels. On est bien d'accord? Ensuite, on peut aussi envisager le salariat en tant que coordinatrice. Hein. Donc ça, c'est un choix qui est librement fixé entre la coordinatrice et l'équipe. L'équipe, d'accord. Les deux sont possibles. Il y a Christelle qui demande comment, sur son territoire, trouver des professionnels pour monter et fédérer un projet. Comment trouver des professionnels sur un territoire pour monter son projet? C'est un Comment travail. Tu te rapproches des autres et comment est-ce que tu les trouves? Comment tu en parles? Alors, là où les équipes sont en démarche projet, ils peuvent être accompagnés par, encore une fois, des facilitateurs des fédérations régionales des maisons de santé. Je suis moi-même facilitateur dans ma fédération Nouvelle-Aquitaine et à la demande des équipes, je vais les rencontrer, tous les professionnels, et je vais leur expliquer, sur un temps plus long qu'aujourd'hui par exemple, ce qu'est ce concept d'exercice coordonné et vers quoi ils vont aller, et les avantages et les contraintes qu'ils vont rencontrer, bien entendu. Donc, mon discours est de leur présenter l'ensemble du dispositif et ensuite, c'est eux qui vont librement décider d'y aller ou pas. Ces facilitateurs peuvent revenir plusieurs fois dans l'avancement du projet et les accompagner dans l'élaboration de leur projet. Donc, ils ne sont pas seuls, ils peuvent être accompagnés et là, encore une fois, sur l'ensemble du territoire national par le biais des fédérations régionales de maisons de santé. Alors, tu parlais justement, juste avant, de la question du rôle du médecin ou de l'infirmier en tant qu'initiateur du projet. Il y a Gisèle qui demande pourquoi on est toujours obligé d'avoir un médecin dans la coordination. On en parlait tout à l'heure. Toutes les structures doivent compter au moins un médecin généraliste. Pourquoi aujourd'hui cette obligation d'avoir un médecin? Est-ce qu'il existe des possibilités de soins en prévention où l'infirmier libéral peut agir sans l'accord médical, sachant que ça existe dans d'autres pays. Notamment, je crois qu'il y a les nurse practitioners, notamment, qui ont vraiment cette pleine autonomie. Alors, dans le cadre d'un exercice coordonné type maison de santé ou centre de santé, on est éligible sur ce forme de dispositif que si on a à minima un médecin traitant pour une ESP ou 2 médecins généralistes pour une MSP. Pourquoi? Parce que la notion de médecin traitant est une notion qui est inscrite dans la loi et à laquelle on ne peut déroger. Par contre, et je pense comprendre la question, le sens de la question, c'est je suis par exemple infirmière de santé publique, j'ai un DU de santé publique, je me suis upgradé pour avoir cette nouvelle fonction. Est-ce que je peux librement dispenser ce savoir sans passer par la case médecin? Eh bien, je dirais qu'aujourd'hui, oui, par le biais des communautés professionnelles territoriales de santé. Un exemple, vous avez une CPTS sur un territoire qui a remarqué que le taux de dépistage du cancer du sein n'est pas bon. Du coup, comment faire entre nous professionnels pour améliorer ce score? Peut-être que la réponse va être, on va s'adosser à une infirmière de santé publique qui va nous monter un projet pour améliorer ce taux de dépistage, par exemple. Donc là, on va faire appel à une infirmière diplômée en santé publique et elle va agir auprès de la population
dans le cadre d'un projet qu'elle va élaborer et elle sera rémunérée par la CPTS. Là, on voit bien que ce n'est pas les médecins directement qui vont prescrire quelque chose, c'est une communauté de professionnels dont font partie bien entendu les infirmières libérales, comme les médecins, etc., mais de façon commune qui vont aller sur cet axe-là. Okay. Donc, la CPTS, comme la MSP, est un terrain de jeu où les infirmières peuvent s'exprimer pleinement, et notamment celles qui se sont upgradées. Les IPA dans les MSP, les infirmières de santé publique dans les CPTS, les infirmières qui ont une spécialité sur les parcours peuvent aussi, dans le cadre d'une CPTS, apporter leur savoir et être rémunérées par la CPTS pour cela. Voilà. Il y a aussi au sein de ces structures toute la question des rémunérations forfaitaires dans le cadre d'actions ou d'expérimentation. Est-ce que tu peux en dire 2 mots? Alors, les rémunérations forfaitaires, c'est-à-dire des rémunérations allouées par exemple, un protocole, un article 51 qui vraiment va venir rémunérer le parcours et pas l'acte en tant que tel. Effectivement, cette notion de gestion des parcours de santé, non pas des parcours de soins, des parcours de santé, est de plus en plus visible et monte en charge aujourd'hui. On voit tout à l'heure, j'ai cité ce dernier décret qui est sorti il y a 2 jours sur la gestion des parcours des personnes de plus de 75 ans hein, concernant leur fragilité. Et là aussi, l'infirmière a un rôle à jouer. Alors, sur les financements octroyés, lorsqu'on va utiliser ce type de protocole, l'accord conventionnel interprofessionnel nous permet d'obtenir des financements lorsqu'on travaille avec des protocoles. Et donc, c'est la CISA qui va rémunérer l'infirmière qui remplira ce rôle-là, cette fonction-là. Ensuite, la CISA dispose aussi de fonds propres. Cette société perçoit des financements annuels de façon pérenne. Et certaines CISA disposent de fonds propres. Et l'équipe a toute liberté d'utiliser ces fonds pour des missions de ce type. Okay. Donc, c'est un choix d'équipe, encore une fois. Est-ce qu'on peut être sanctionné si on refuse de s'investir dans une équipe coordonnée? Non, pas du tout. En tout cas, pour ce qui concerne les MSP ou les centres de santé, non. Nous sommes libres de rester en exercice isolé. Il n'y a aucun souci, je l'ai dit au début de la présentation. Par contre, au niveau des CPTS, je sais que pour les médecins, par exemple, les médecins disposent d'une ROSP et qui fait que s'ils ne souhaitent pas s'engager dans la CPTS, ils peuvent avoir leur dotation ROSP diminuée. Donc, quelque part, c'est une sanction financière pour ces médecins qui ne souhaiteraient pas s'investir dans la CPTS pour peu qu'elle existe sur leur territoire. De la même façon pour les pharmaciens. Alors, pour une infirmière, elle, en dehors de l'aide à l'informatisation où on va lui demander si elle exerce au sein d'une équipe de soins coordonnés, il y a très peu de sanctions financières. Il n'y en a pas d'autres. Alors, on revient à la thématique des IPA. C'est Manuela qui demande pourquoi l'accès aux formations en pratique avancée est aussi compliqué. L'accès à la formation est compliqué pour 2 choses. La première, c'est nous sommes infirmières libérales. Alors là, on est dans le monde des infirmières libérales. Je ne parlerai que pour les infirmières libérales. Qui souhaitent s'engager dans une formation qui peut être soit une formation continue, soit une formation discontinue, on va dire. Ça dépend des facs. Première chose. Deuxième chose, immanquablement, il y a une perte d'activité d'infirmières libérales. Comment on va être compensé de cette perte de revenus? Là, c'est très hétérogène en fonction des régions. Vous avez des ARS qui ont compris la problématique et qui vont aider ces infirmières libérales par rapport à leur perte de revenus. Par exemple, en Nouvelle-Aquitaine, ils ont aidé, accompagné financièrement, mais que quelques apprenantes, c'était 8 à 10, c'est pas énorme, mais c'est déjà un premier geste, d'autant qu'il y a des régions où il n'y a rien de fait. Après, il y a un dispositif national qui prévoit, d'indemniser à hauteur de 10 600 € par an cette perte de revenus. Bon, vous pouvez aisément comprendre qu'elle est en pratique supérieure, parce que si on est sur une formation continue,
eh ben, c'est carrément tout notre chiffre d'affaires qui disparaît et que 10 600 ne suffisent pas à compenser. Donc ça, c'est la première problématique. Et puis, enfin, c'est surtout la problématique essentielle. Voilà. C'est cette perte de revenus qui n'est pas compensée aujourd'hui. Alors, c'est Christelle qui demande, donc si un médecin d'une MSP demande à l'infirmière d'aller voir un patient, mais que ce patient a déjà un infirmier libéral, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut trouver une articulation? Alors, certainement qu'elle parle d'un patient qui est une infirmière, mais qui n'appartient pas à la maison de santé, C'est j'imagine. ça, exactement. Ouais. Eh bien, tout à fait. Le patient a libre choix de son praticien. Un médecin, c'est pas parce qu'il va être au sein d'une maison de santé qu'il va orienter le patient vers l'infirmière de la maison de santé. OK? Donc, on doit respecter le libre choix du patient là-dessus. Toujours, oui. Toujours. Alors, peut-être alors il est 10h57, peut-être une dernière question, Pascal. Quel conseil peux-tu donner à un infirmier libéral qui voudrait se lancer? Écoutez, pour avoir rencontré beaucoup d'infirmières qui ont évolué sous ce type de dispositif, et quand je les questionne, immanquablement, elles me disent je ne reviendrai pas vers un exercice monocatégoriel et retrouver ce mode prescriptif des médecins et quelque part, excusez-moi l'expression, mais sous la bannière du médecin. L'exercice coordonné pluriprofessionnel, c'est un lieu, un cadre qui nous permet d'échanger pleinement nos compétences. C'est une instance de partage. Et puis, le point essentiel, c'est que on peut se réaliser nous pleinement infirmières avec toutes les compétences qu'on embarque et être rémunéré pour cela. Donc, franchement, moi, c'est un terrain de jeu formidable pour nous, les MSP, mais aussi les CPTS, ne les oubliez pas, où vous pourrez vous exprimer pleinement. Il faut savoir aussi que nous sommes majoritaires, nous les infirmières libérales, dans ces différentes formes d'exercice, en volume, en nombre, et que au sein d'une société CISA, ce sont toujours les paramédicaux qui sont majoritaires. Celles et ceux qui ont peur de la tutelle médicale, eh bien, lorsqu'une décision est prise à la majorité au sein de ces sociétés, sachez que les paramédicaux sont majoritaires. Donc souvent, il faut aussi rappeler que dans les maisons de santé, la notion de hiérarchie est complètement aplanie. Complètement. La seule chose formelle qu'on doit respecter, c'est lorsqu'on délibère sur une décision, c'est à la majorité des voix, comme toute société. Et encore une fois, en termes de nombre de voix, les paramédicaux sont majoritaires par rapport aux médecins, au corps médical. Est-ce que s'impliquer dans une structure coordonnée, c'est un surcroît de travail? Est-ce qu'on a plus de patientèle? Est-ce que finalement on finit par avoir une charge de travail qui explose? Non, on n'a pas plus de patientèle. Chacun conserve ses patientèles, un cabinet qui appartient à une MSP ou pas. On conserve nos patients. Par contre, si en tant qu'infirmier libéral, on veut s'investir sur le champ de la santé publique, on peut monter des projets et être rémunéré pour cela. Donc, ça va augmenter effectivement notre travail, mais ça sera rémunéré. Donc, c'est un libre choix de l'infirmière libérale de son niveau d'investissement au sein de l'équipe. Donc, chacun peut faire ce qu'il veut. Moi, je rencontre aussi des infirmières qui n'ont pas envie de s'investir, qui sont dans la CISA, mais qui ne sont là que pour écouter ce qui se passe et puis qui n'ont pas envie de s'investir. Peut-être que ce n'est pas le moment aussi pour elles. Et je respecte totalement ce choix. Ce qui est important, c'est que celles qui souhaitent s'investir peuvent le faire dans ce cadre d'exercice. Et rappelez-vous, c'est un concept voulu par des professionnels de terrain pour des professionnels de terrain et non pas un dispositif descendant du ministère comme le sont par exemple les CPTS. Bien, si on n'a plus de questions, je pense qu'on a fait le tour des questions. Oui, c'est bien ça. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu veux dire, est-ce que tu as un dernier mot, Pascal? Un dernier mot, c'est essayer de vous sensibiliser, celles qui souhaitent avoir de l'information complémentaire. Il y a différents organismes de formation qui vont sur ces axes-là. Donc, n'hésitez pas à vous tourner vers vos organismes de formation pour
aller sur des programmes, bien entendu, en 1 heure, c'est très compliqué. Ce sont des programmes en général sur 14 heures, donc c'est beaucoup plus intéressant. Et d'autant que j'ai pu comprendre que la NDPC l'a mis comme axe prioritaire, l'axe pluriprofessionnel. Oui. Donc, voilà. Et puis, n'hésitez pas à vous tourner vers aux fédérations régionales des maisons de santé. Ben, très bien, ben, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir assisté à cette session. Ça a été un plaisir de. Alors, on n'a pas eu vraiment d'échange à proprement parler, mais c'est vrai que par les questions que vous avez posées, ce sont des questions qui sont importantes, ce sont des questions qui sont pratiques, ce sont des questions qui vous concernent. Et si on a pu, en tout cas, si Pascal a pu apporter une réponse à vos questions, ben, on en est plus qu'heureux. Voilà. Merci beaucoup à tous. Et Merci à très bonne tous. journée. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.